Bonsoir à tous, merci de votre présence ce soir. Nous allons entamer la dernière conférence de Monsieur Simon Bufferal, qui est professeur en géologie à l'École normale supérieure. Comme vous le savez, nous avons évoqué les origines du Big Bang, la formation de la Terre, les séismes et les tsunamis, et ce soir, les volcans et les mégavolcans. Oui, effectivement, on va continuer aujourd'hui dans cette dernière conférence pour ma part de parler des risques naturels qu'on avait commencé à évoquer la semaine dernière, avec une discussion sur les volcans. Alors vous commencez à me connaître, moi ce qui m'intéresse c'est pas vraiment le risque lui-même, mais c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, ce qui va causer ce risque. D'une part ça, et en plus c'est assez facile quand on parle des volcans de tomber dans un catalogue des types de volcanisme, des styles éruptifs, etc. Mais je vais essayer avec vous ce soir d'aller un petit peu plus loin que cette approche et de se demander où est-ce qu'on trouve les volcans déjà, et du coup pourquoi on les trouve là, et puis ensuite on réfléchira un petit peu à ce qu'un magma, d'où est-ce qu'ils proviennent, comment on les forme, etc., pour en arriver à sa manifestation en surface, au volcanisme. Alors, si vous avez suivi mes préférentes conférences, si vous y êtes intéressé un peu, vous le savez, mais bon, sinon, sachez que la Terre, c'est une planète qui chauffe, grâce notamment à sa radioactivité, et parce qu'elle est très riche en éléments radioactifs comme l'uranium, le thorium, ou même le potassium, qui est capable selon certains isotopes, de produire une bonne quantité de radioactivité. Et donc, pour pas se réchauffer complètement, notre planète doit évacuer cette chaleur. Et un moyen particulièrement efficace qu'elle a trouvé pour évacuer cette chaleur, c'est par des grands mouvements qui renouvellent la couche de surface, la portion de la Terre qui se refroidit en surface, et qu'on appellera ici les plaques tectoniques. Donc, en gros, un certain nombre d'entre elles, à savoir les plaques océaniques, se refroidissent au contact des océans, au contact de la surface, et finissent par plonger dans le manteau au niveau des zones qu'on appelle les zones de subduction, et emmenant tout ce matériel de surface froid en profondeur, ce qui permet un renouvellement de la température, et donc, dans sa globalité, ce qui permet de refroidir la Terre. Et c'est ce qu'on appelle la convection mantélique. Et bien sûr, de manière inverse, il va y avoir tout un tas de moyens de faire remonter de la chaleur en surface. Donc c'est plutôt une conséquence, bien sûr, de ces mouvements. Et cette remontée de chaleur va être à l'origine de la fusion d'une certaine quantité de ce matériel en surface. C'est le magmatisme. Alors, comme nos plaques tectoniques, on a vu qu'elles étaient en quelque sorte aspirées par les zones de subduction, par cette plongée des plaques sous leur propre poids, en fait, à l'intérieur du manteau. En surface, du coup, elles vont se mettre à bouger. Et toutes les plaques vont se retrouver en mouvement les unes par rapport aux autres. Et finalement, on a un ensemble de pulses mouvants comme ça. C'est ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Et donc, au niveau des subductions, on a vu qu'une plaque passe sous une autre plaque. Donc, c'est en gros un mouvement de convergence. Et du coup, d'un autre côté, ça laisse un petit peu un vide. Ça fait un mouvement de divergence, où des zones où les plaques s'écartent. Et bien sûr, un vide, ça peut pas se soutenir dans la nature. Donc, il va être compensé par la mise en place d'une plaque océanique toute neuve à cet endroit-là. Ce sont les dorsales océaniques. Et ces deux zones, subduction et dorsale océanique, dont on a déjà pas mal parlé ensemble, parce qu'elles sont à l'origine d'un certain nombre de séismes, et notamment les subductions, des séismes très importants qui peuvent causer des tsunamis assez désastreux. Ces zones, ces limites de plaques sont aussi, on dit, soulignées par le volcanisme. Si on trace une carte du monde avec la répartition du volcanisme à la surface de la Terre, on se rend compte qu'il est vraiment concentré au niveau des limites de plaques. Et au niveau, par exemple, des zones de subduction, on voit toute une ceinture de volcans qu'on appelle gris, j'y reviendrai, qui délimitent, alors par exemple, qui font tout le tour de la plaque pacifique. La plaque pacifique, dans son ensemble
rentrent en subduction, donc d'une part sous le Japon et sous une grande partie de l'Asie, et ensuite en passant par l'Alaska de l'autre côté sous les Amériques jusqu'au Chili. Et l'ensemble de cette subduction qu'on pourrait caractériser par la présence de reliefs sous-marins qu'on appelle des fosses, des reliefs très profonds, mais on les caractérise pas finalement par ces reliefs, mais par leur volcanisme. Et toute cette ceinture qui fait le tour du Pacifique, on l'appelle la ceinture de feu du Pacifique, justement à cause de ce volcanisme. Et c'est un volcanisme qui est particulièrement violent en termes de comportement. Les dorsales, elles, qui forment une gigantesque chaîne de volcans en plein milieu des océans, une chaîne de volcans qui fait plus de 50 000 kilomètres de long, qui parcourt le centre de tous les océans. Ces dorsales sont donc de gigantesques chaînes de volcans qui mettent en place plusieurs centimètres d'épaisseur de lave sur jusqu'à 6 kilomètres de profondeur chaque année. Donc, en termes d'importance, en termes de production magmatique, c'est vraiment ces dorsales qui dominent toute la production de magma à la surface de la Terre, même si pour nous, finalement, ça va être assez secondaire, puisqu'elles sont au fond des océans, on les voit pas, on les entend pas, et c'est quelque chose d'assez calme. Mais bon, l'ensemble de tout ça, vous le voyez, c'est pas anodin. Au niveau des subductions, les magmas produits sont à l'origine de la production de nouveaux continents. C'est ce qu'on appelle l'accrétion continentale, la production donc des futures croûtes continentales, alors qu'au niveau des dorsales, c'est ce même magmatisme qui est à l'origine, à cet endroit-là, de la production des plaques du plancher océanique, donc 6 km d'épaisseur à peu près de magma, et là c'est ce qu'on appelle l'accrétion océanique. Donc la semaine dernière justement on avait vu que les plaques tectoniques se comportent un peu différemment selon qu'elles sont justement océaniques ou selon qu'elles sont continentales. Alors une différence de comportement qu'on peut voir par leur différence d'altitude, les croûtes océaniques étant couvertes par des océans, mais bien sûr la différence ne se limite pas à des différences d'altitude, elle provient elle-même de différences de composition. Au niveau des plaques océaniques par exemple, donc la croûte est assez fine, 6 km d'épaisseur, et surtout elle a une composition globale de basalte. Tandis qu'au niveau des continents, la croûte est relativement épaissie, aux environs de 35 km d'épaisseur, et sa composition moyenne est cette fois-ci granitique. Et bien sûr, c'est parce que les magmas à l'origine de ces différentes croûtes sont différents qu'on va avoir ces différences de composition, donc d'altitude. Et bien sûr, donc ça va avoir une influence sur les volcans qui arrivent en surface, donc non seulement la chimie des magmas, mais comme la chimie change, le comportement des magmas va changer, et en l'occurrence, ils vont être beaucoup plus violents en zone de subduction. Donc ici, je parle à la fois de magmatisme et de volcanisme, donc il faudrait peut-être qu'on fasse la distinction entre les deux. Le magmatisme, en fait, c'est tout simplement la production de magma à la surface de la Terre, donc c'est des mécanismes qui se traduisent par la fusion d'un certain nombre de roches et la production de ce jus de roche qu'on appelle le magma. Et ensuite, une partie de ce magma, une grosse partie de ce magma, va cristalliser en profondeur et former ce qu'on appelle des roches plutoniques, ou donc on dit c'est du plutonisme, ça forme des plutons, par exemple les granites, alors qu'une petite partie de ce magma va arriver jusqu'à la surface, et c'est là qu'on va parler de volcanisme, et c'est à ce moment-là qu'on peut parler de lave au lieu de magma. En fait, c'est pas non seulement c'est une différence sémiologique, mais c'est aussi une différence de composition. Le magma, en arrivant à la surface, donne d'une part des laves et d'une part des gaz. Et bien sûr, ces gaz sont ultra importants pour le dynamisme éruptif, puisque c'est finalement eux le moteur principal de la remontée du magma en surface. Bien sûr, au début, le magma est surtout extrait par gravité. Le magma est moins dense que les roches qui l'environnent,
Donc les roches vont, d'une certaine manière, appuyer dessus comme un piston et faire remonter ce magma en surface. Mais c'est en remontant les gaz qui vont se former dedans, les bulles qui vont se former, qui vont accélérer cette remontée et qui vont générer et décider du moment et de l'endroit où on va avoir les éruptions volcaniques. Donc, un magma, je disais, c'est en gros une roche fondue. Alors, pour ceux qui étaient là à la séance sur la structure de la Terre il y a 3 semaines, on a vu que une roche, c'est constitué essentiellement de silicates, c'est-à-dire des constituants formés à partir de l'agencement de tétraèdres SiO4, des tétraèdres de silicium. Donc, je vous avais dessiné un atome de silice encadré par 4 oxygènes comme ça. Et on avait vu que si on laisse le temps à notre roche de s'agencer proprement, ces tétraèdres vont eux-mêmes prendre une certaine forme dans l'espace, par exemple comme ça, et en décrivant cette forme, en fait, on décrit ce qu'on appelle un cristal. Quand on fait fondre la roche, au contraire, ces tétraèdres ne sont pas du tout bien arrangés et ils vont être complètement désordonnés dans l'espace. Et en fait, ce que je vous avais pas dit la dernière fois, c'est que si on refroidit ce mélange de manière rapide, sans laisser à nos tétraèdres et aux autres constituants qu'il y a autour le temps de s'agencer comme ils le veulent, de se regrouper par affinité, etc., alors on va, ce qu'on appelle tremper ce liquide et former ce qu'on appelle un verre, quelque chose de désordonné qui durcit tel quel. Et en fait, vous avez tous déjà fait cette expérience. Quand on prend des cristaux de sucre, c'est des jolis cristaux d'un matériel, alors c'est pas des tétraèdres de silice, mais d'un matériel qui a cristallisé, et vous le faites fondre. On obtient du caramel liquide, et si on le refroidit rapidement, donc rapidement au sens géologique, c'est-à-dire à une vitesse à peu près normale, ce qui est rapide pour eux, on ne reforme pas des cristaux, mais on va former quand même quelque chose de dur, du caramel dur, et en fait ça, c'est du verre de sucre. On peut faire la même chose avec du miel, mais si on laisse vraiment le temps, on peut réobtenir des jolis cristaux. Ben, pour les roches, c'est exactement la même chose. Si on les fait refroidir en leur laissant tout le temps dont elles ont besoin, c'est-à-dire si on les fait refroidir très lentement, par exemple en profondeur, eh ben on va former des jolis cristaux, et les roches qu'on va former, les roches plutoniques, seront composées essentiellement de cristaux, tandis que si on vient érupter les roches à la surface, alors on les trempe complètement. Et ce liquide devient brusquement un verre, et la plupart des roches volcaniques, si certes elles contiennent quelques petits cristaux qui ont eu le temps de cristalliser pendant la remontée ou le refroidissement, elles sont composées en grande majorité de verre. Les basaltes, par exemple, c'est surtout du verre de composition basaltique, mais si on l'avait laissé refroidir longtemps, par exemple dans toute la partie inférieure de la croûte océanique, alors là, on obtient une roche qui a la même composition chimique, mais qui a cristallisé des gros cristaux, alors à savoir de plagioclase et de pyroxène, et cette roche est alors appelée un gabbro. Mais chimiquement, c'est exactement la même chose. Bon, mais j'anticipe un peu, puisque pour l'instant, on n'a pas encore obtenu notre magma. Alors vous allez me dire, bah, c'est facile, il suffit de chauffer la roche et on la fait fondre. Oui, certes, mais je vous ai déjà dit plusieurs fois, à chaque fois je le dis, chauffer une roche, c'est difficile. En fait, puisque une roche diffuse très mal la température, alors il faut une source très chaude et très proche pour chauffer une roche assez, de manière à la faire fondre. Et donc, c'est pas vraiment la technique que va favoriser la Terre pour fabriquer ces magmas. Mais vous savez sans doute que si on monte en montagne, ça devient de plus en plus difficile de faire cuire des pâtes, parce que l'eau bout à une température inférieure. Alors ça a un lien avec ce que j'étais en train de raconter. Si vous faites chauffer des aliments à la cocotte minute, ça cuit beaucoup plus vite parce que l'eau bout au-dessus de 100 degrés.
dans une cocotte, alors une cocotte pression. Donc oui, effectivement, il y a un lien entre les changements d'état et la pression qu'on exerce sur les objets. Et à savoir que pour les roches, si on les dépressurise, si on les décomprime, eh ben elles fondent. Alors il faut qu'elles soient à l'origine déjà un peu chaudes, mais elles fondent d'autant plus facilement qu'on les décomprime. Également, je vous parlais de caramel à l'instant, et vous vous êtes peut-être dit, pour faire du caramel, souvent on rajoute de l'eau. Et effectivement, il est d'autant plus facile de faire fondre le sucre s'il est mouillé. Bon, c'est un peu différent avec le quartz, puisque on peut pas dissoudre le quartz dans de l'eau, mais le résultat est le même. En fait, pour la roche, l'eau aime l'eau préfère, et on la comprend, elle préfère être dans quelque chose qui lui ressemble. Elle est un peu pantouflarde comme ça, elle aime bien être dans de la roche quand elle est à l'état liquide, et elle aime pas trop être dans de la roche quand elle est à l'état solide. Et du coup, elle va dire à la roche, ben, allez, viens, soit dans le même état que moi, soit liquide, et comme ça on s'entendra bien. Au point de vue chimique, ça c'est un corollaire des lois de compensation. Mais c'est vraiment comme ça une attraction de la roche vers l'état liquide par la présence d'eau. Et du coup, pour faire fondre une roche, troisième technique, chauffer, dépressuriser ou rajouter de l'eau. Donc on peut dessiner un schéma un petit peu global comme ça, où on met la température comme ça qui augmente vers la droite, la pression qui augmente vers le bas pour simuler une augmentation de profondeur. En fait, c'est à la fois la pression et la profondeur. Et dans la troisième dimension, on peut rajouter la, la contenance en eau. Et pour faire fondre une roche, eh ben, il suffit soit d'augmenter la température comme ceci, soit de diminuer la pression comme cela, soit de rajouter de l'eau euh, comme ceci. Bon, on passera en 2D tout à l'heure, hein, parce que c'est un peu complexe. Et du coup, il suffit de tracer sur ce graphique la limite entre la portion, l'endroit où on va avoir une roche solide et la limite où on va avoir une roche liquide pour savoir à quel moment elles fond. Et là, ça se complique de nouveau. Excusez-moi, je lis l'invocation au passage. Ça se complique de nouveau parce que on n'a pas un corps pur avec ces roches ici. Nous, on a l'habitude de voir des corps purs, par exemple l'eau. Quand on sort de la glace du frigo, on lui amène de l'énergie et par la température qu'on lui propose, et donc elle va chauffer. Mais il arrive un moment vers 0 degré où elle arrête de chauffer et se transforme petit à petit en eau liquide. Et pendant tout le temps où elle se transforme en eau liquide, elle continue d'absorber énormément d'énergie, mais elle reste tout du long à 0 degré. Et c'est uniquement quand elle aura fini, quand tout sera passé à l'état liquide, qu'elle va pouvoir recommencer à monter en température. Et c'est pour ça qu'un glaçon est autant efficace pour rafraîchir votre boisson favorite. Mais pour les roches, ce ne sont pas des corps purs, on a vu. Elles sont composées de plusieurs minéraux. Et donc, non seulement les températures de chacun de ces minéraux, les températures de fusion de chacun de ces minéraux vont être différentes, mais également, et c'est là que ça devient un peu compliqué, elles vont fondre plus facilement si les minéraux sont mélangés. Et donc c'est le cas. Les minéraux dans les roches sont répartis assez aléatoirement. Et la température du mélange, température de fusion du mélange, est plus basse que la température de fusion de chacun de ses composants. C'est pas un miracle. C'est le cas de plein d'autres choses. C'est le cas. Alors si vous avez déjà entrepris de distiller des trucs pour la science, hein, bien sûr, pas de manière illégale. Si vous avez déjà entrepris de distiller quelque chose, vous aurez remarqué bon, que l'eau bout à 100 degrés et l'éthanol, lui, bout un peu plus bas, à 80 degrés, mais le mélange eau-éthanol bout à 78 degrés. Et c'est pour ça qu'il est complètement impossible d'obtenir de l'éthanol pur par distillation, si on avait voulu. Il y aura toujours au moins, bon, pas grand-chose, mais au moins 4% d'eau dans notre mélange, dans notre tube.
Et donc, bon, pour les roches, du coup, c'est pareil. On a vu que 80% du volume de la Terre, en gros, qu'on appelle le manteau, est occupé par une roche appelée péridotite. C'est essentiellement de l'olivine. Et je vous ai dit, quand on a parlé de la surface de la Terre, donc je le rappelle, quand on a parlé de la structure de la Terre, que la croûte en surface, ce sont des roches bien chimiquement différentes, mais formées à partir de la fusion de ce manteau. Et donc avec des compositions bien différentes, ce qui, à première vue, pourrait paraître un peu contre-intuitif. Comment, en faisant fondre des péridotites, on obtient un minéral complètement différent? Eh bien, parce que ce ne sont pas la composition des péridotites globales qui font, mais d'autres minéraux à l'intérieur qui font plus facilement. Alors, il faut savoir, je ne vous l'avais pas dit, mais que les péridotites contiennent aussi des pyroxènes et les fameux plagioclases. Et un mélange de composition précise, pyroxène, plagioclase, olivine, font beaucoup plus facilement que l'olivine tout seul. Et ce mélange plagioclase, pyroxène, olivine, ça s'appelle un basalte, justement. Donc, il y a tout un moment où, quand on va faire chauffer notre péridotite, ou la décompresser, ou lui ajouter de l'eau, où on va d'abord extraire ce mélange-là. On va l'extraire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du minéral qu'on appelle limitant, en l'occurrence le plagioclase. Au moment où on n'a plus de plagioclase, alors il va falloir faire fondre le reste, mais comme c'est plus difficile, on va fondre à une température qui est plus haute. Et du coup, on se retrouve avec une température de début de fusion qui est beaucoup plus basse que la température de fin de fusion. Donc la première, c'est celle qu'on appelle le solidus, la température à laquelle on fait la première goutte de liquide. Et cette deuxième température, à laquelle on a fini de fondre tout, celle qu'on appelle le liquidus. Donc sur mon dessin précédent, on peut rajouter en fait un solidus, par exemple ici, et un liquidus, par exemple là. Je vous mets pas encore des valeurs parce que ça dépend évidemment de la composition des roches. On atteint très rarement ce liquidus ici. En général, la décompression, le chauffage ou l'ajout d'eau n'est jamais sur Terre suffisant pour faire fondre complètement notre roche. Et en général, elle atteint uniquement son solidus ici, et sa fusion n'en est donc que partielle. Et c'est vraiment le nom qu'on lui donne, c'est le nom de fusion partielle, ce qui lui permet de produire un magma dont la composition est très différente du matériel qui fond. Par exemple, une péridotite qui fond, donc au niveau par exemple d'une dorsale océanique, fond rarement à plus de 20% et donc forme toujours un basalte. Si on l'avait fait fondre complètement, comme c'était le cas il y a 4 milliards d'années à l'Archéen, alors on aurait obtenu évidemment un jus qui avait la même composition qu'initialement et on aurait fait des laves très différentes en surface. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui se passait à l'Archéen, ça ferait beaucoup trop pour ce soir. Également, donc, je vous précise ici, donc, on va supprimer la troisième dimension, mais si je prends une autre couleur, on peut tracer ce même solidus en présence d'eau. Il se courbe énormément et donc il va être beaucoup plus facile de faire fondre une roche qui est hydratée. Donc, trois manières, je récapitule, pour passer ce solidus: chauffer, décomprimer ou faire passer cette courbe vers cette courbe en ajoutant de l'eau. Et à chaque fois, pour peu que la fusion ne soit que partielle, on obtient une roche qui a une composition différente. Et non seulement ça, mais ça se reproduit. Donc si en faisant fondre une péridotite, on obtient un basalte, en faisant fondre ce basalte, on va obtenir une roche encore plus différente. Pour être exactement précis, à chaque fois qu'on refond une roche, notre magma s'enrichit en silice, donc notre fameux constituant de base. La péridotite, elle est
très pauvre en silice d'un point de vue chimique. On est autour de 42% de silice. Le basalte, lui, il est plutôt aux alentours de 50. Et donc, le granit, lui, qui est vraiment le top de ce qu'on peut faire par cette chaîne, lui, il est aux alentours de 70% de silice. Et donc, le basalte est plus riche que la péridotite, le granit est plus riche que la chose qu'on a fait fondre pour fabriquer un granit. Donc, ça veut dire que les premiers minéraux à fondre, en fait, sont les plus riches en silice. Et donc, le jus qui va être formé sera plus riche en silice. Inversement, les premiers minéraux à cristalliser sont ceux qui sont pauvres en silice. Donc, c'est-à-dire ceux qui sont riches en fer et en magnésium. Et donc, si on stocke un magma assez longtemps dans une chambre magmatique, par exemple, à force de cristalliser ces premiers minéraux qui sont riches en fer et en magnésium, le magma va s'appauvrir en fer et en magnésium, et donc, inversement, de manière relative, il va s'enrichir en silice. Et non seulement ça, mais si on stocke un magma dans une chambre magmatique, il va subir une sorte de contamination par la croûte qu'il y a autour, croûte qui est essentiellement granitique, donc ultra riche en silice, et va encore s'enrichir en silice au contact de cette croûte. Donc, au bilan, notre magma a au moins 3 manières de s'enrichir en silice. On a vu donc en cristallisant et refondant, on a vu en cristallisant des minéraux pauvres en silice, et en se faisant contaminer par ce qu'il y a autour. Et ça, c'est énormément important en fait, notamment en termes de risque. Parce que la silice, on l'a vu, le silicium, notre tétraèdre de silicate, là, c'est la brique de base de la construction de nos roches. Et donc, plus on va enrichir notre magma en silice, plus il est capable de se polymériser facilement et de former des ensembles. Alors, c'est valable pour les cristaux, mais c'est également valable pour les verres, en fait. Si on enrichit un verre en silice, il va se polymériser, et donc il va pas devenir cristallin comme ça, mais il va devenir visqueux, donc presque solide. Et ça va avoir des conséquences très importantes sur le volcanisme. Déjà, puisqu'il est plus visqueux, le magma va ralentir dans le conduit éruptif, et en arrivant en surface, il va couler beaucoup plus lentement. Donc, au lieu de s'échapper sous la forme de belles coulées de lave, il va plutôt former ce qu'on appelle des dômes de lave. Mais aussi, et surtout, un magma qui est très visqueux comme ça, il va avoir beaucoup plus de mal à laisser s'échapper les gaz qu'il contient. Gaz qui, je le rappelle, sont le principal moteur des éruptions volcaniques. Et nos magmas sont quand même assez riches en gaz. C'est de l'ordre de quelques pourcents en poids, mais du coup, quand on parle en volume, si ça se dilate entièrement, on peut dépasser les 90-95%. Donc, des magmas très riches en gaz, qui, bien sûr, en profondeur, sous l'effet de la pression, est entièrement dissous, mais dès que le magma remonte un peu, ça se décompresse, donc le gaz se détend, et il forme des bulles. C'est comme quand on ouvre une bouteille de champagne, on décompresse, donc des bulles se forment et remontent à la surface. Et comme dans une bouteille de champagne, en remontant à la surface, elles peuvent entraîner du liquide avec elles. Et ça, c'est vrai, d'autant plus que le liquide est visqueux. Si vous remplacez le champagne par de la mélasse, ça va être moins intéressant d'un point de vue gustatif, mais surtout, la mélasse, avec sa grande viscosité, va coincer les bulles à l'intérieur de la bouteille, et ces bulles vont continuer de grossir jusqu'à prendre tout le volume qu'elles peuvent et arriver à une limite de résistance de notre mélange. Et passer cette limite, en fait, le magma peut plus contenir de gaz. Tout se fragmente. On change de mode. On était jusqu'à présent avec des bulles dans un liquide, et puis finalement, on se retrouve avec des petits fragments de liquide dispersés dans un grand volume de gaz. Et du coup, plus rien ne confine ce volume de gaz, et il va remonter
complètement brutalement vers la surface en emportant en solution des petites gouttes du fluide dispersé, mais voilà, en remontant assez furieusement vers la surface. Et ça, ce que je vous décris ici, c'est valable pour les magmas visqueux ou très riches en gaz, et c'est ce qu'on appelle une éruption explosive. Donc c'est d'autant plus grave en surface que le magma était riche en gaz ou que le magma était visqueux. Et c'est très compliqué et c'est très difficile d'établir des règles qui soient valables partout. Mais pour vous dire, par exemple, en Antarctique, à l'Erebus, il y a un lac de lave complètement permanent qui a la même composition que les laves qui ont été éruptées à Pompéi en 69, mais juste il a un peu moins d'eau. Donc au lieu de faire une énorme explosion et puis plus rien, on a un lac de lave permanent qui se maintient en surface. Donc c'est vraiment il n'y a pas vraiment de règles à trouver, mais plus chaque magma a ses propres spécificités et peut présenter ses propres surprises en surface. Et c'est un peu ce qui les rend si difficiles à prévoir et à, et à, oui, voilà, à contrôler. Ça, et bien sûr le caractère aléatoire du moment où va se produire une éruption. Alors je dis aléatoire, peut-être qu'un jour on arrivera à les prédire, hein, mais pour l'instant, il y a une grande part qui nous échappe et on en est encore loin, mais j'y reviendrai. On en était aux éruptions explosives et donc du coup on avait un grand volume de gaz qui remonte frénétiquement dans le conduit éruptif en emportant des petits fragments d'un ex-liquide qui est déjà en train de passer à l'état solide. Et arrivé en surface, tous ces fragments de magma sont éjectés à une grande vitesse. Le gaz lui-même est très chaud et donc incorpore une grande quantité de l'air environnant, de l'air qui se réchauffe donc, et au final, on obtient un panache volcanique peu dense, dilué, très chaud, et donc qui s'élève par effet montgolfière, comme ça, d'abord par effet projection, par effet balistique, mais très rapidement, c'est la pression qui prend le dessus, c'est la densité qui prend le dessus, et notre panache s'élève en altitude. Et donc cette colonne éruptive, c'est ce qu'on appelle une colonne plinienne, parce que le premier à avoir écrit ça de manière précise, c'est Pline le Jeune, et d'ailleurs aussi surtout Pline l'Ancien, Pline le Jeune de loin, Pline l'Ancien de près, Pline l'Ancien qui en a très bien décrit les effets sur l'être humain, des effets mortels, il faut bien le dire, surtout pour lui. Bref, en son honneur, en leur honneur, on appelle ce genre d'éruption des éruptions pliniennes. Et ce panache plinien en soi, c'est déjà quelque chose de très important, parce que il peut monter, hein, pour vous donner une idée, à plusieurs kilomètres d'altitude, voire plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude, avant de trouver un peu un équilibre de densité avec l'air environnant. Or, il se trouve que nous, l'atmosphère qu'on connaît, qu'on respire, avec laquelle on interagit, celle qu'on appelle la troposphère, celle où il y a du vent un peu dans tous les sens, des nuages et tout, ça s'arrête vers 10-15 km d'altitude. Bon, selon la latitude, ça varie un peu, mais 10-15 km. Au-dessus, ça s'appelle la stratosphère. Et la stratosphère, c'est beaucoup plus calme, comme son nom l'indique, c'est stratifié, c'est sec, il n'y pleut pas. Donc en gros, ni vent ni pluie, il n'y a aucun moyen de la laver. Et si on y met des particules, si on y met des gaz, ils vont y être coincés pour plusieurs mois, voire plusieurs années, avant d'être évacués vers les pôles, en fait. Et ces gaz ont des effets très importants sur le climat. Alors attention, hein, je parle bien des gaz. Quand on s'imagine des méga éruptions volcaniques, des éruptions phénoménales, qui produisent des extinctions d'espèces, etc. On s'imagine surtout les effets des cendres, et un paysage couvert de dépôts volcaniques, donc
plus rien à manger, il fait nuit à cause des cendres, etc. Bon, ça c'est une vision qui localement se défend autour du volcan. Tout ça est vrai, mais pour étendre ça de manière globale, ça serait un peu catastrophique. En gros, les mégavolcans, souvent, on appelle ça comme ça parce que c'est une série d'éruptions assez modérées finalement, pas complètement catastrophiques, mais qui durent sur très longtemps. Les trappes du Décan, par exemple, sur lesquelles je reviendrai peut-être, c'est de l'ordre de 1-2 millions d'années de durée, on estime. Euh, et il y a certaines méga-éruptions, par exemple le Yellowstone, il y a 650 000 ans, qui, elles, ont des effets limités sur le climat parce que elles ont lieu à un moment donné et ensuite c'est fini. Le Yellowstone, donc, qui rentre en éruption à peu près tous les 650 000 ans, et dont la dernière éruption était 650 000 ans, lui, il est capable de recouvrir une bonne partie des États-Unis de plusieurs dizaines de centimètres de cendres. Donc c'est assez violent. Hein. Et je dis pas, c'est pas très sympa d'être voisin de ce genre de volcan. Mais d'un point de vue climatique, nous, ce qui nous intéresse, le gros problème surtout, sont les gaz. Alors là, sans doute, vous vous dites le fameux CO2. Alors oui, c'est vrai que les volcans émettent beaucoup de CO2. Ils émettent avant tout beaucoup d'eau, mais bon, ça c'est pas si grave. Ils émettent aussi beaucoup de CO2 et ça c'est pas non plus si grave en soi, puisque c'est un peu grâce à eux qu'il y a un effet de serre sur la planète Terre, un effet de serre qui la rend vivable. Sans effet de serre, on serait à moins 18 degrés. Avec effet de serre, on est à 15. Donc c'est comme tout, il en faut un peu. Mais en rajouter beaucoup d'un coup, ça fait trop. Donc il faut un équilibre. Donc naturellement, la Terre est très bien capable de trouver cet équilibre. Et effectivement, suite à une éruption volcanique massive, on peut observer un réchauffement, mais dû au CO2. Mais ce réchauffement, il est local et il est de courte durée. Parce que très rapidement, en fait, si l'éruption est assez violente, si l'éruption envoie des gaz dans la stratosphère au-dessus, euh, notamment le soufre, ce soufre se transforme en acide sulfurique au contact de l'eau, et cet acide sulfurique bloque les rayons solaires. C'est ce qu'on appelle l'effet parasol, de manière assez imagée. Si le soufre est juste émis dans la troposphère, ça fait aussi de l'acide sulfurique, mais qui est très vite lessivé par les pluies, et on parle de pluie acide. Donc c'est assez grave pour les plantes et pour les monuments, etc., mais pas trop d'effet sur le climat. Si s'il est émis dans la stratosphère, alors il absorbe et il réémet les rayons solaires vers le haut, et donc le climat, globalement, se refroidit. Et donc, en gros, si on fait une courbe de la température avec le temps suite à une éruption volcanique, on a un refroidissement assez brutal dans les premiers jours, à cause des cendres, parce qu'il fait nuit, mais très rapidement, ce refroidissement est contrebalancé par l'effet du CO2, l'effet local du CO2, mais cet effet ne dure que quelques semaines avant d'être lui-même contrebalancé par l'effet parasol de nos aérosols, qui dure quelques mois à quelques années, et c'est qu'une fois que cet effet a disparu, que c'est l'effet du CO2 qui va lui-même reprendre le dessus et qu'on observe un réchauffement. Par exemple, l'éruption du Pinatubo en 1991, a été capable de refroidir en moyenne le climat terrestre de 1 degré. Et ce, avec des effets qui ont duré sur 5 ans, jusqu'en 1996. Donc c'est pas alors que c'était une éruption assez limitée. Mais si on a ce genre d'éruption répétée dans le temps, parce que mégavolcan, etc., alors on peut avoir un effet refroidissant très marqué,
Et puis ensuite, quand c'est le CO2 qui va prendre le relais, alors re-réchauffement par derrière. Et s'il y a quelque chose que la vie craint plus que le réchauffement climatique, c'est bien le yo-yo climatique. Parce que vous êtes à peine en train de vous adapter à un refroidissement que tout d'un coup, ça réchauffe. Et inversement. Et du coup, c'est pour les espèces vivantes, c'est vraiment un casse-tête. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des grandes éruptions volcaniques qu'on connaît dans l'histoire de la Terre sont associées à des grandes extinctions d'espèces. Et même l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années, qui est bien connue pour la théorie de la météorite, est en fait elle-même associée à un mégavolcan en Inde, les trappes du Décan, et dont la participation a sans doute quand même bien accéléré, bien rajouté un coup à, à cette extinction des dinosaures et d'autres espèces. Alors, tout ce que je vous raconte, c'est valable donc pour ces grandes éruptions, mais c'est valable à toutes les échelles. Donc, quand on parle de réchauffement climatique à l'échelle de l'homme, dû aux émissions de CO2 par l'homme, et que le GIEC, le groupement intergouvernemental d'experts pour le climat, essaye de modéliser les effets de cette perturbation sur le climat, sur ce qui nous attend en fait, la principale inconnue dans leur modèle, c'est le rôle des volcans. Parce qu'il suffit de 4 ou 5 éruptions ultrapliniennes comme le Pinatubo dans la prochaine décennie pour enrayer ce réchauffement. Vous savez que le réchauffement climatique, c'est un effet boule de neige, donc lui-même s'accélère. Mais si on le stoppe, alors il arrête de s'accélérer. Et bon, et ça c'est complètement, c'est très peu probable. Mais en plus, si les éruptions n'injectent pas le CO2 dans la stratosphère, le SO2, pardon, le soufre dans la stratosphère, alors c'est l'effet du CO2 qui devient dominant. Et du coup, nos éruptions, non seulement elles ne refroidissent pas, mais elles réchauffent. Donc c'est très difficile à modéliser. Et en plus, la survenue de ces éruptions est complètement impossible à prédire. Donc, une inconnue complète sur le climat. Mais en plus, si ces éruptions pliniennes nous intéressent, c'est aussi pour le risque associé, le risque qu'elles génèrent sur les populations humaines. Puisque un panache plinien, notre panache de cendres et de gaz chaud de quelques kilomètres d'altitude, qui finit par rentrer à l'équilibre avec l'atmosphère autour, il refroidit. Et du coup, il est quand même très dense puisque c'est en partie des roches. Et donc, tout ça, ça peut devenir instable et brutalement s'effondrer sur lui-même. Et dans ces cas-là, le panache retombe à terre où il forme ce qu'on appelle une nuée ardente. Ardente parce que j'ai beau dire que ça refroidit, c'est encore bien chaud. C'est plusieurs centaines de degrés, ça se propage comme une avalanche à plusieurs centaines de kilomètres heure. Et donc ça inclut une grande quantité de matériel solide, de cendres, de blocs, etc. Donc très destructeur. Alors nuée ardente, c'est en fait un terme un peu désuet. Hein. Maintenant, on parle de courant de densité pyroclastique. Courant parce que c'est des courants de matière, en mouvement par leur densité, et pyroclastique parce qu'ils transportent du matériel pyroclastique, alors que cassé par le feu, littéralement, sous-entendu des morceaux de roches volcaniques, tout simplement. Et pour être parfaitement honnête, il existe plusieurs types de courants de densité pyroclastique. Là, je vous ai dit ceux qui s'effondrent dans un panache volcanique, mais quand on construit un dôme de lave, il y a toujours un peu de gaz piégé dedans, et donc cette structure est relativement instable. Et elle peut elle-même s'effondrer, voire s'éventrer. Par exemple, le mont Saint-Helens aux USA en 1980, il s'est complètement ouvert en deux, libérant une grande quantité de cendres, de gaz et même de blocs. Hein. Il y a des blocs de plusieurs dizaines de mètres de large qui ont été complètement projetés par cette éruption et qui a soufflé une grande partie de la forêt autour et du pays, détruit une bonne partie du paysage aux alentours. Bref. Et puis, il peut aussi y avoir juste des gaz qui sont bloqués dans le conduit et qui trouvent brutalement un chemin vers la sortie. Et du coup,
ils sortent, mais ils sont assez dilués, c'est presque juste du gaz. Du coup, on parle de courant de densité pyroclastique dilué. Donc tout ça, tout ce comportement explosif caractérisé par des panaches, des nuées ardentes, etc., c'est, on l'a dit, d'autant plus probable que le magma va être visqueux ou qu'il est riche en gaz. Par exemple, si le magma est particulièrement riche en gaz, je vous disais, bon voilà, il peut avoir un comportement explosif sans pour autant être visqueux. C'est le cas à l'Etna. L'Etna est capable de faire des fontaines de lave de 1 à 2 km de hauteur. C'est capable de faire un panache plinien, mais également des coulées de lave. Bon, mais la question du coup qu'on se pose ici, c'est où est-ce qu'on est capable de rencontrer ce genre de comportement? C'est-à-dire, où est-ce qu'on est capable d'avoir des magmas qui sont à la fois riches en silice et en fluide? Eh bien, c'est au niveau des zones de subduction, qui n'ont pas fini de nous ennuyer, hein. On a vu des mégaséismes, on a vu des tsunamis. Eh bien, au niveau des zones de subduction, je le rappelle, on a une plaque qui plonge sous une autre, une plaque océanique qui plonge sous une autre plaque, formant une fosse océanique, et à l'arrière, elles sont marquées par un arc volcanique. Pourquoi? Tout simplement parce que ces plaques océaniques, alors tout simplement non, ces plaques océaniques sont au fond des océans, donc les minéraux qui les composent ont tendance à se charger un petit peu dans leur composition en eau, et en plongeant à l'intérieur du manteau, au niveau de la subduction, ces minéraux vont se retrouver un peu instables. L'eau, c'est quelque chose qui résiste assez mal à la pression, et du coup, les minéraux qui en contiennent dans leur structure, vont plutôt avoir tendance à changer de composition, de structure, pour former des minéraux plus stables. C'est ce qu'on appelle le métamorphisme. Et ce changement de minéraux produit à la fois des nouveaux minéraux, mais aussi des fluides qui vont remonter par gravité, les fluides étant beaucoup moins denses que les roches qui les entourent, et venir hydrater la croûte qui est au-dessus. Et on se rappelle que en hydratant, alors c'est non seulement la croûte mais le manteau en fait, en hydratant une roche, on fait baisser sa température de fusion, et c'est ce qui se passe ici. Ça se passe vers 100 km de profondeur à peu près. On a le manteau de la plaque qui ne plonge pas, qui fond et forme des magmas qui viennent s'accumuler ici au niveau de la croûte océanique, au niveau de la croûte de l'arc qui la superpose, formant tout un tas de petites chambres magmatiques superposées comme ça, dans lesquelles le magma est stocké. Donc non seulement, évidemment, les fluides ne manquent pas, puisque ce sont eux qui produisent la fusion, mais en plus, on va avoir tous les phénomènes dont je vous parlais tout à l'heure, où de la silice est apportée par la croûte environnante, on va cristalliser des ferromagnésiens, donc on va s'enrichir en silice, etc., etc., jusqu'à au final entrer en éruption avec un magma qui est très riche en silice et très riche en fluide, donc complètement explosif et donc complètement dangereux. Et c'est ce qu'on appelle des volcans gris en fait. Alors pourquoi? Parce que ces volcans très riches en silice, ils se forment au niveau des chaînes volcaniques de suprasubduction, qu'on appelle aussi des cordillères, exemple la cordillère des Andes, avec la subduction du Pacifique dessous. Et les roches formées, donc on les appelle en fait des andésites, et ce sont des roches grises. Et ça, et aussi la propension de ces volcans à saupoudrer tout le paysage alentour avec des cendres issues du panache plinien, des cendres bien grises, a généré cette appellation de volcan gris, par contraste avec les volcans rouges de points chauds sur lesquels on va venir. Et donc, je le rappelle, une fois de plus, c'est vraiment leur comportement explosif lié à cette viscosité, cette teneur en eau,
qui les fait le principal risque volcanique à la surface de la planète. Mais d'abord, revenons un peu à la géologie, parce que vous allez me dire, je vous ai promis des granites. Je vous ai dit, c'est au niveau de ces subductions que se forme la croûte continentale. On a envie de dire, c'est en refroidissant ces petites chambres magmatiques qu'on fabrique du granit. Or, je vous ai dit que c'était des andésites. Donc, il nous manque un maillon. En fait, la croûte continentale qu'on forme ici a bien une composition andésitique. Alors, en fait, l'andésite, c'est la roche qui arrive en surface, mais la roche plutonique a un autre nom. Mais c'est pas la même composition encore, parce que la croûte continentale qu'on fait à cet endroit-là, c'est une croûte juvénile. Or, on a vu quand on a parlé de tectonique des plaques que une croûte continentale, elle est jamais détruite dans sa vie, sauf bien sûr tardivement par l'érosion, etc. Mais une croûte continentale, ça a une durée de vie très longue, et pendant cette durée de vie, elle va être prise dans tout un tas d'entourloupes, comme des collisions entre continents, par exemple. Et en gros, une collision entre continents, c'est quand deux continents se rencontrent. Et bon, je vais la faire assez rapidement, mais quand deux continents se rencontrent, on a deux croûtes qui vont se superposer l'une sur l'autre. En gros, hein, on pourrait schématiser ça comme ça. Une croûte qui passe sous une deuxième. Je rappelle que ici, l'échelle, c'est 30 km. Et la croûte, c'est quelque chose qui a beaucoup de mal pour évacuer sa chaleur. C'est déjà, ça ne peut pas connaître la convection parce que c'est beaucoup trop solide. Également, c'est bourré d'éléments radioactifs. Hein, la croûte terrestre contient un quart des éléments radioactifs de la Terre contre un demi% de sa masse totale. Du coup, la température augmente de 20 degrés à chaque fois qu'on descend d'1 kilomètre dans la croûte. Donc à 30 km de profondeur, on est déjà autour de 600 degrés. Et si on met deux croûtes l'une sur l'autre, c'est super facile d'arriver à 900 degrés, qui est la température de fusion de la croûte. Et en plus, comme on met une croûte inférieure chaude sur une croûte supérieure, donc on va faire fondre ici à cause de la température, mais on a une croûte inférieure qui est chaude sur une croûte supérieure qui est hydratée. Donc, parce qu'elle était à la surface. Du coup, elle va chauffer cette croûte-là hydratée, qui fond, elle, donc plutôt vers 650 degrés, et on va pouvoir fondre ici aussi. En plus, on rajoute de la pression en empilant ces deux croûtes, donc on va pouvoir déshydrater cette croûte supérieure et faire passer une partie de ces fluides à cette croûte inférieure-là, qui est elle-même chaude. Et donc, comme elle est chaude et qu'on l'hydrate, elle va être capable de fondre. Bref, on va aussi être capable de faire fondre ça. Et non seulement ça, mais sur les étapes tardives de la chaîne de montagne, c'est l'érosion qui va prendre le dessus. Et donc, on va éroder tout le dessus comme ça, et donc faire remonter l'ensemble de notre chaîne, la remonter, donc la décomprimer, donc la faire fondre. Donc, au bilan, toutes les étapes de formation d'une chaîne de montagne sont caractérisées par la capacité à faire fondre la croûte qui les contient. Et donc, vous ne serez pas surpris d'apprendre que la dernière grande chaîne de montagne qui a affecté la France métropolitaine, c'est la chaîne hercynienne, il y a environ 300 à 350 millions d'années. Et c'est durant cette chaîne, la formation de cette chaîne hercynienne, qu'a été recyclé l'ensemble de la croûte continentale que connaissait la France auparavant, recyclé sous la forme de nouveaux granites. Et donc tous les granites que vous pouvez rencontrer en vous baladant en France, notamment dans le Massif central, ce sont des granites de la margerite du Velay, formés à cette époque par fusion et recristallisation de ce qu'il y avait avant, et donc son enrichissement en silice jusqu'à obtenir des granites complètement saturés en silice. Alors, à l'opposé de tout ça, on a les volcans rouges. Alors déjà, je vais évacuer très rapidement les dorsales.
où se produit la majorité du volcanisme sur Terre, parce qu'elles sont au fond des océans. Mais bon, voilà, il faut savoir que au niveau des dorsales, on a vu les plaques tectoniques s'écartent les unes des autres, formant une dépression qui va être remplie par une remontée de matériel qui était ici, matériel donc qui se décomprime et qui fond, comme ceci, en passant son solidus, en montant vers la surface, et produire donc du volcanisme en surface, des coulées de basalte d'une épaisseur d'à peu près 1 à 2 km, et bien sûr des roches plutoniques à peu près 4 km en dessous. Mais il y a la plupart des volcans rouges qu'on connaît, en fait, ce ne sont pas ces volcans dorsales, mais ce sont les volcans de point chaud dont je ne vous ai pas encore parlé. Les volcans de point chaud, alors vous en connaissez un certain nombre, hein, ce sont par exemple l'Islande, les Açores, la Réunion, Hawaï, etc. Ce sont des endroits où on a un panache ponctuel, mantélique, chaud, qui remonte et qui fond. Alors, qui fond de la même manière, hein, ils remontent, donc ils se décompressent et donc ils passent son solidus. Les points chauds, très rapidement, on les explique par le fait que le noyau lui aussi chauffe. Vous avez le manteau ici, le noyau. Le noyau aussi chauffe, puisqu'il cristallise une graine. De la même manière que notre glaçon tout à l'heure en fondant absorbait de la chaleur, la graine solide en cristallisant relâche de la chaleur. Chaleur qui est transmise jusqu'à l'interface noyau-manteau et va avoir tendance à faire chauffer les petites portions de manteau qui remontent comme ça en surface sous la forme d'un panache. Et quand le panache arrive en surface, fond, le manteau fond et crée des basaltes de points chauds. Et donc ces panachements, ces volcans de points chauds en surface, ils sont caractérisés par du volcanisme, si vous l'avez en tête, assez actif, certes, avec des petites fontaines de lave, très souvent, des éruptions très souvent, mais très gentils finalement. Ils font des longues coulées rougeoyantes, mais tout ça, ça fait rarement des morts. Et donc, toutes ces coulées rougeoyantes, ces fontaines de lave, c'est pour ça, c'est ce qui leur a valu le nom de volcan rouge. Et le fait qu'ils soient dominés par la production de coulées de lave, justement, c'est ce qui leur a valu aussi le nom de comportement effusif, c'est-à-dire qu'ils coulent à l'opposé du comportement explosif qu'on avait vu pour les volcans gris avec des panaches de cendres et des nuées ardentes. Alors, ces points chauds, déjà pour le géologue, ils sont super importants parce que ils sont immobiles. Le panache va toujours être au même endroit, en tout cas aux échelles de temps qui nous concernent, et du coup, les plaques tectoniques qui se baladent à la surface de la Terre vont être marquées à plusieurs endroits successifs par la présence de ce point chaud, et du coup, le point chaud va laisser des petites chaînes de volcans ponctuels aux endroits où la plaque est passée, et ce qui nous permet non seulement de retrouver l'activité de ce point chaud avec le temps en comparant les taux d'éruption, mais également la vitesse bien sûr de ces plaques, leur direction, donc c'est super pratique. Et quand je vous parlais de la super éruption des trappes du Décan en Inde il y a 65 millions d'années, probablement liée à la disparition des dinosaures, c'est un de ces points chauds, celui qui actuellement est au niveau de la Réunion en train de faire le piton de la fournaise. Et il y a 65 millions d'années, après être passé aux Maldives par exemple, il était au-dessous de l'Inde. Et donc on trouve la trace de cette méga éruption aujourd'hui en Inde, alors qu'elle s'est produite à l'endroit de la Réunion. Alors comment se produit une éruption de type effusif? En fait,
c'est une éruption qui est beaucoup plus tranquille que celle qu'on a vue auparavant, explosif, parce que le gaz peut sortir. On dit que le système est ouvert et donc il y a un dégazage qui est assez tranquille, une remontée de gaz qui est tranquille jusqu'à la surface. Alors ça, c'est plus ou moins vrai parce que souvent ce gaz, en arrivant à la surface de notre chambre magmatique, forme de la mousse de magma, une accumulation en fait de bulles de magma, mais qui n'éclate pas, qui reste comme ça. Et cette mousse s'accumule jusqu'à atteindre une épaisseur critique, au-delà de laquelle elle est trop lourde et va finir par s'effondrer sur elle-même. Et ça, c'est pareil que l'effondrement de notre panache ou de notre dôme tout à l'heure, c'est catastrophique. Parce que dès qu'elle commence à s'effondrer, ça fait une dépressurisation, donc du coup les gaz reprennent du volume et toute la mousse éclate et ça vidange la chambre magmatique en emmenant tout le magma qu'il y avait au-dessus en surface très rapidement, poussé par une poche de gaz. Et c'est comme ça qu'on fait les fameuses fontaines de lave. Notamment à Hawaï, là où elles ont été décrites, c'est le fameux phénomène d'éruption hawaïenne, mais c'est aussi de la manière dont se produisent les fameuses fontaines de lave à l'Etna, qui sont, elles, particulièrement violentes. Et puis ensuite, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, la mousse va se reconstruire à la surface de la chambre magmatique. Et en se reconstruisant, elle prend de plus en plus de volume. Donc elle chasse une partie du magma qui remonte, mais qui remonte tout lentement dans le conduit éruptif à la vitesse où les bulles s'accumulent. Et le conduit éruptif, donc, il forme finalement un lac de lave en surface, jusqu'à éventuellement même déborder et former des coulées comme ça qui sortent. On ne comprend pas trop pourquoi, mais en fait, à cause de ce changement dans la chambre magmatique, jusqu'à ce qu'il se produise une nouvelle déstabilisation de notre couche de mousse qui implose, rechasse le magma en surface et recoulée de lave, etc. Donc c'est un phénomène à répétition, alors ça dépend des volcans, à La Réunion c'est tous les 6 mois, à Hawaï c'est plutôt tous les 2 ans, selon au Kilauea, mais c'est selon le volcan c'est un peu différent. Et il y a même un cas extrême où c'est très fréquent, c'est le stromboli. Et tous les volcans finalement stromboliens permanents, dit permanents, où cet effondrement de la mousse, en fait, n'est pas un effondrement total. On a de la mousse qui se construit à la surface de la chambre magmatique, et il y a des petites poches qui se rassemblent et qui sont capables de migrer jusqu'au conduit et former une grosse lampée de gaz qui remonte, donc des bulles de plusieurs mètres qui gonflent jusqu'à former une dizaine de mètres en surface. On appelle aussi slug en anglais, ça se traduirait par lampée en français. Donc des lampées de gaz qui remontent à la surface, qui font des bulles et qui viennent exploser en surface. Alors le stromboli, c'est en gros en moyenne très régulier, toutes les 15 minutes, une bulle qui éclate. Et bien sûr, en éclatant, le film de magma qui recouvrait la bulle est fragmenté et part sur les côtés à quelques dizaines de mètres par seconde et s'accumule en formant un cône qu'on appelle un cône strombolien. Et donc c'est ce genre de cône que vous rencontrez si vous baladez sur la chaîne des Puys, accompagné alors la chaîne des Puys, elle a 70 petits cônes stromboliens comme ça et 7 dômes plus visqueux, donc associés à des magmas qui sont restés, maintenant vous le savez, plus longtemps dans la croûte, donc qui ont eu le temps de se différencier et gagner en silice. Mais également, ce genre d'éruption peut se produire de manière successive au même endroit pendant des milliers d'années et former ce qu'on appelle un stratovolcan. Et pour rester toujours en France, c'est l'exemple du Puy de Sancy ou du Cantal. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour l'exposé et prendre vos questions parce que je vois qu'il y en a un certain nombre dans le chat. Alors, la première question que vous m'avez faite, c'est la formation de la chaussée des géants en Irlande. C'est un phénomène qui est assez intéressant. C'est le refroidissement de la lave qui forme souvent des hexagones ou de temps en temps
pardon, de temps en temps des pentagones comme ça, très réguliers et qui eux-mêmes ont une grande taille en 3 dimensions. Ça, c'est le fruit du refroidissement assez rapide d'une coulée de lave qui, qui se fige, et en se figeant, le magma perd du volume en passant de l'état liquide à l'état solide, et du coup il se réduit, et en se réduisant il doit minimiser son énergie, et la structure qui minimise le mieux les contacts entre deux blocs comme ceci, c'est l'hexagone. Si vous pouvez faire le test avec de l'eau et du savon, vous faites éclater des bulles dans le savon, et, euh, et ça construit une couche de mousse comme je vous décrivais à l'instant, et ces bulles ont une taille hexagonale, ont une forme hexagonale. Tout ceci pourquoi? Parce que c'est cet hexagone qui minimise l'énergie à la limite des, des bulles. Et les abeilles l'ont très bien compris, elles forment des alvéoles hexagonales elles-mêmes. Alors pourquoi il y a des pentagones? Ça reste une question ouverte par contre. Alors je sais pas si j'ai répondu aux questions suivantes, mais les différences entre éruptions de type hawaïen, strombolien, vulcanien, péléen ou d'effondrement. Alors ce sont des noms, il y a de multiples moyens de classifier les éruptions volcaniques. Hawaïen, donc c'est ce que je vous ai expliqué, c'est le style effusif où il y a des remontées de fontaines de lave de manière transitoire, mais avec des temps de récurrence assez longs. Et ça s'explique par des laves assez pauvres en gaz, dont le dégazage est facile et qui sont très peu visqueuses. Strombolien, c'est exactement la même chose, mais avec des laves un peu plus visqueuses, et du coup la mousse va se décharger beaucoup plus rapidement et former des explosions de bulles en surface, qu'on appelle strombolienne. Vulcanienne, c'est un autre nom pour parler des éruptions explosives. En fait, c'est vraiment là quand c'est le gaz qui domine l'éruption, donc on a surtout du gaz qui remonte en surface avec un peu de matériel fragmenté à l'intérieur. Et péléen, c'est un nom qu'on donne à la remontée de magma visqueux s'il a été dégazé. Si dans le cas d'une éruption explosive, il reste du magma dans la chambre et qu'il est quand même capable de remonter, alors il va remonter en gardant la forme du conduit comme ça, et sortir en surface en formant ce qu'on appelle une aiguille. Donc c'est une sorte de dôme, mais qui ne s'étale pas du tout sur les bords. On parle aussi de protrusion, et ça c'est ce qu'on appelle du volcanisme de type extrusif, avec donc une sortie de cette lave encore à l'état solide. Alors, il y en a une qui est très connue, c'est la montagne Pelée en 1902, qui, après avoir fait une première nuée ardente qui a détruit la ville de Saint-Pierre et fait plus de 20 000 morts en 1902, a continué à avoir une petite éruption qui a cru de plusieurs centaines de mètres et fait une aiguille toute droite comme ça à l'endroit de l'éruption. Plus proche de nous, il y a une aiguille de protrusion comme ça au puits Chopin, dans la chaîne des puits. Volcanisme d'effondrement. Alors je suis pas sûr qu'on fasse référence à la même chose, mais je pense qu'on parle de caldeira. Alors une caldeira, c'est quelque chose qui peut se produire à la suite d'une grande éruption qui a vidangé une chambre magmatique, et du coup il n'y a plus rien une fois que la couche de mousse en l'occurrence est partie, il n'y a plus rien pour supporter le haut de la chambre magmatique, et cette chambre magmatique va s'effondrer. Et en fait, c'est assez catastrophique. Alors déjà, on en a un peu parlé la semaine dernière pour les tsunamis que ça peut générer, par exemple pour le Santorin il y a 4000 ans, puisque en s'effondrant, elle va être rapidement remplie par de l'eau, ce qui fait des mouvements d'eau assez phénoménaux.
mais c'est également très important pour les éruptions parce que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, une caldeira se produit pas généralement à la fin des éruptions, mais elle se produit plutôt au début, sous l'effet de la propagation de failles, par exemple. Et donc, c'est finalement le mécanisme du piston avec un toit de la chambre qui va se mettre à s'enfoncer et en s'enfonçant, appuyer sur le magma et le faire sortir et donc déclencher une éruption de plus en plus importante et, et, et de plus en plus explosive. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça peut être très différent selon notre définition de la chambre magmatique. Alors, j'étais un peu vague avec vous, mais ce qu'on appelle une chambre magmatique, en gros, il faut pas forcément voir ça comme une poche de magma liquide à l'intérieur de la croûte. Elle est quand même très globalement composée par des cristaux et dans lesquels baigne notre magma. Et du coup, il faut une certaine force pour extraire ce jus du mélange de magma et de cristaux qui composent la chambre magmatique. Et donc, ce que je vous dessinais tout à l'heure pour les subductions, c'est un peu la vision actuelle qu'on a des systèmes de chambre magmatique, plutôt que ce qu'on dessinait par le passé d'un gros bloc plein de liquide. C'est tout un tas de petits trucs assez plats comme ça, interconnectés les uns avec les autres, et qui possèdent à la fois des cristaux et du jus. Et donc, une des manières de rentrer en éruption, c'est d'extraire le jus de ces mélanges de cristaux et de jus. Et par exemple, si on propage des failles comme ça, depuis la surface, qui font s'effondrer le bloc du bas, on va appuyer sur ces chambres et faire des éruptions sur les bords comme ça. C'est le cas de l'Eyjafjallajökull, le Fimmvörðuháls en Islande en 2010, où on a eu l'éruption successive de cils de plus en plus profonds, de petites chambres magmatiques de plus en plus profondes, ça on le sait par la composition des minéraux, parce que les failles se sont propagées de plus en plus vers le bas au cours de cette éruption. Et donc pour finir sur les types d'éruptions, pour rentrer donc dans le catalogue, il y a beaucoup de cas où les éruptions volcaniques sont associées à la présence d'eau. C'est par exemple les éruptions de mares, ou dites aussi phréatomagmatisme, où le magma, en arrivant en profondeur, autant très souvent dans la vie, le magma arrive en profondeur et ne rentre pas en éruption vers la surface, et on voit juste du gaz, ce qui est plutôt une bonne chose, ce qui a été le cas à la dernière éruption de la soufrière de Guadeloupe en 76. Mais des fois, malheureusement, ce magma rencontre une nappe phréatique, et dans ce cas-là, l'eau est instantanément vaporisée, et ça fait sauter le bouchon au-dessus et crée des énormes dépressions avec des tas de matière sur les bords. Et donc, pour rester toujours dans la chaîne des puits, c'est la dernière éruption qui a eu lieu en France métropolitaine, c'est une éruption de mares comme ça au lac Pavin, mares. Mais c'est également sur des dépôts de mares qu'est construit la ville de Clermont-Ferrand, et sa place principale est à l'intérieur du trou qui a été rempli depuis. Alors, question, sur les dorsales, c'est pas vraiment le sujet du jour, mais d'un autre côté un peu si. Les dorsales sont produites par l'extension des plaques tectoniques suite à la subduction d'une part et d'autre d'autres plaques océaniques qui finissent par tirer sur les continents et favoriser leur rupture, donc progressivement la formation d'un rift, l'amincissement de la croûte et finalement peut-être la mise en place d'une dorsale effectivement océanique. Et c'est assez intéressant d'un point de vue, pour revenir recentrer sur le volcanisme, c'est assez intéressant de voir ces rifts devenir progressivement volcaniques.
si vous tirez sur un continent comme ça, vous l'amincissez avec un certain nombre de failles normales, alors qu'on avait vu pour ceux qui étaient là quand on a parlé des failles, c'est-à-dire des failles en extension comme ça, qui viennent tous se brancher sur un niveau de décollement comme ça. Et donc ça, c'est l'étape 1 de la fragmentation d'un continent. Pour l'instant, on a toujours un continent qui est intègre, mais cet amincissement amincit aussi l'intégralité de notre plaque tectonique, l'intégralité de ce qu'on appelle la lithosphère, et fait donc remonter du manteau ici. Et donc vous commencez à connaître la chanson. Ce manteau, en remontant, se décomprime. Tout ça s'amincit. En plus, il est chaud, donc il va chauffer ici. Donc il y a plein de moyens de fabriquer ici du petit volcanisme. Alors ce coup-ci, on n'est plus du tout en limite de plaque. On a dans du volcanisme qu'on appelle intraplaque, même si on a ici une future peut-être limite de plaque, qui en met en place plein de petits volcans. Alors je suis toujours... Non, allez, on va partir en Alsace avec le fossé rhénan, qui est ce genre de petits rifts comme ça. Au milieu du fossé rhénan, il y a un petit volcan qu'on appelle le Kaiserstuhl, qui est très particulier parce que les laves sont des carbonatites, mais surtout qui montre un tout début de volcanisme dans le fossé rhénan, volcanisme qui n'a pas donné suite. Et comme je vous disais la dernière fois, bah peut-être heureusement, parce que du coup, il ne s'est pas ouvert un océan entre les deux. Mais tout ça peut évidemment dégénérer. Et si on se met à avoir du volcanisme partout, ben on crée une croûte océanique entre ces deux croûtes continentales. Et c'est parti. Tectonique des plaques, extension dorsale, etc. Un autre truc assez important à noter avec ces rifts, c'est que si vous regardez la localisation des points chauds à la surface de la Terre, vous remarquerez qu'ils sont très souvent localisés au niveau des dorsales. L'Islande, les Açores, Tristan da Cunha, pour ne citer deux, sont parfaitement alignés en plein milieu de l'Atlantique. Donc je vous invite à prendre tout simplement une carte topographique du fond marin de l'Atlantique et suivre cette dorsale au milieu et voir qu'elle passe effectivement par les points chauds. Et ça, c'est pas du tout une coïncidence, hein, parce que si vous avez déjà un point chaud à ce niveau-là, ça va être beaucoup plus facile. Ça va être un point de fragilité au niveau de notre croûte, notre plaque lithosphérique. Ça va être un point de fragilité sur lequel on va pouvoir venir tirer et ouvrir une future dorsale. Et donc, c'est comme ça que les dorsales se localisent au niveau des points chauds. Et du coup, c'est assez difficile de dire si l'Islande, par exemple, est un point chaud ou une dorsale, parce qu'elle est un peu les deux. Et c'est assez beau et assez pratique, puisque grâce à ça, grâce à tout le magma et toute la chaleur apportée par le point chaud, l'Islande est une dorsale qui se retrouve au-dessus de la surface terrestre, au-dessus de la surface de l'eau, donc qui est accessible à l'investigation. C'est la même chose au rift des Afars en Éthiopie. On a alors là c'est de l'ouverture dans tous les sens, séparation entre la Nubie et la Somalie, une séparation au niveau de la mer Rouge entre l'Arabie et l'Afrique, au niveau du golfe d'Aden entre l'Arabie et la Somalie, etc. Et tout ça avec au centre le point chaud des Afars. Alors une question sur la localisation des points chauds à l'échelle géologique. Expliquer pourquoi ils sont toujours au même endroit. C'est la même question. En fait, c'est le même champ d'investigation que sur les inversions de champ magnétique, parce que certains soupçonnent qu'il y a un lien entre les deux. Alors, il y a deux choses. Déjà, vous aurez peut-être remarqué que l'essentiel des points chauds se regroupe au niveau plutôt de l'équateur et de deux superclusters, si j'ose dire, par les temps qui courent. L'un dans le Pacifique
et où il y a notamment Hawaï et toute la Polynésie française qui sont des points chauds, enfin qui sont liés à plusieurs points chauds, et un autre au niveau de l'Atlantique et de l'Europe. Et en fait, ces clusters de points chauds sont liés à des grosses bulles de matériel chaud qui s'échappent du noyau comme ça. Donc si je dessine, matériel un peu mélangé, peut-être d'une composition un peu différente, beaucoup plus chaud qui s'élève comme ça, possiblement lié à des interactions avec la convection nucléaire. On se dit que c'est probablement des apports de chaleur du noyau qui permettent de chauffer plus l'interface noyau-manteau à ces deux endroits-là et du coup nucléer un certain nombre de points chauds. Et donc, d'un point de vue global, si ces points chauds sont stables, c'est parce que la circulation nucléaire elle-même est stable dans le temps, et donc c'est possiblement tant que le champ magnétique ne s'inverse pas. Si on suppose que le champ magnétique s'inverse parce que la circulation change, ce qui n'est pas non plus complètement certain, sachant qu'il y en a aussi des points chauds, genre l'Islande, qui partent pas exactement de l'interface noyau-manteau, et qu'on se demande même s'il n'y en a pas certains qui nucléent un petit peu entre les deux. Et la question en fait de leur stabilité dans le temps géologique est assez difficile à poser, puisque c'est un postulat. On sait qu'ils sont à peu près stables à notre échelle de temps, et si on reconstruit l'histoire des continents en prenant comme postulat que les points chauds n'ont pas bougé, alors ça marche plutôt pas mal. Mais si un point chaud avait bougé dans le passé, alors notre postulat est faux, et la reconstruction de nos continents en serait un peu biaisée, sachant qu'on a plein d'autres outils pour reconstruire les paléopositions des continents. Mais aux échelles de temps dont on parle, donc c'est-à-dire aux échelles de temps de quelques centaines de millions d'années, au-delà du milliard d'années, les positions des continents, on ne sait pas trop, mais le mouvement de ces points chauds à l'échelle de quelques centaines de millions d'années est assez négligeable pour qu'au moins on le remarque pas. Et pourquoi? Sans doute des effets du chauffage, donc des effets du chauffage par le noyau. Alors, j'ai une question sur les coulées de lave sur Jupiter. Et je vois vraiment pas à quoi vous faites allusion, parce que Jupiter est une planète gazeuse. Il y en a sur certains de ses satellites, il y en a sur Io. Les mécanismes que j'ai décrits ici sont pas particulièrement différents. On a du chauffage interne. Et on a donc de la fusion partielle, à ceci près que il y a une énorme composante pour les satellites de Jupiter de chauffage par la gravité. Jupiter étant une planète quand même très massive, elle attire énormément ses lunes, et du coup ces lunes sont très déformées. Les marées terrestres des lunes sont énormes, et cette déformation les chauffe dans la masse, et une partie de cette chaleur provoque leur volcanisme. Pour terminer, Simon, j'aurais aimé que vous nous parliez un petit peu de votre prochaine. Je crois que vous partez étudier un volcan, il me semble, bientôt. Alors j'ai plein de projets en cours. Je vous ai un peu parlé de l'Etna, que je connais très bien, pour y avoir étudié des petits dépôts de téphra, mais surtout pour y avoir posé des GPS. Et là, en ce moment, je suis en train de préparer un projet effectivement volcanique, enfin plus ou moins volcanique, en Islande, où ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt le côté tectonique. Donc c'est plutôt malheureusement pour cette conférence, les failles. Donc je vais partir là dans à peu près un mois, regarder justement
comment la dorsale atlantique se poursuit à terre en Islande. Alors, je peux vous en parler un petit peu d'un point de vue volcanique. Il se trouve que vous avez la dorsale volcanique, la dorsale atlantique, donc avec des zones de volcanisme qui sont séparées par des grandes fractures comme ça, que vous verrez si vous allez regarder cette carte de la topographie de l'océan Atlantique, des grandes fractures comme ça. Et plus on va vers l'Islande, plus la topographie monte et on se retrouve au niveau de Reykjanes comme ça, avec à sortir de l'eau. Et ici, on a une succession de petits rifts comme celui que je dessinais précédemment, qui se succèdent comme ça, 3 petits rifts à terre, puis un grand ici, avec une grande faille là, et un autre grand là, plus ou moins une grande faille là, et là ça ressaute, et plusieurs autres petits rifts ici. Donc ici vous avez la plaque Atlantique, la plaque Amérique du Nord. Ici vous avez la plaque Eurasie. Je rappelle qu'une plaque peut être à la fois continentale et océanique. Donc ici vous avez la Scandinavie, etc., la France, Angleterre, etc., à la fois continentale et océanique. Et entre les deux, ici, vous avez une micro-plaque entre deux portions de rift. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ces différents petits rifts ici, juste à côté de la capitale islandaise, savoir quelles sont les interactions entre les uns et les autres. Donc, c'est vraiment un projet qui n'a pas encore commencé, mais on sait d'ores et déjà que l'ouverture de ces petits rifts est en partie motivé par le volcanisme qui arrive en dessous. On pense que c'est à chaque fois qu'il y a une injection de magma dans ces fissures que se produit une ouverture en surface d'une petite faille, de 2 petites failles conjuguées comme ça, et l'effondrement d'un petit morceau. Et ensuite, c'est d'un point de vue global, en reliant entre eux ces petits morceaux qu'on arrive à fabriquer un rift. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, alors je peux vous le dessiner, ce qui m'intéresse surtout, c'est comment, si on a un rift ici et ici, ça s'ouvre ici, ça s'ouvre là, mais ici, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et donc, sans doute qu'il y a un moyen de relier la déformation ici et là, et puis peut-être que cette plaque, elle tourne sur elle-même, ou peut-être pas, ou peut-être que ça se passe en profondeur, ou peut-être qu'il y a plein de petites failles comme ça. Bref, il y a un gros point d'interrogation sur ces zones de lien entre des portions de rift, et c'est ce que je vais aller voir. Merci. J'ai vu qu'il y avait une question de Didier Moreau sur Mars. Sachez qu'on va mettre en place une conférence dans quelques temps justement sur les séismes et la compréhension des séismes par rapport à justement l'étude de Mars. Donc il y aura des questions justement qui seront soulevées là-dessus dans quelques semaines. Et puis, une de nos prochaines conférences sera également consacrée à la mission Solar Orbiter. Voilà. Je peux répondre assez rapidement en faisant référence à la discussion qu'on avait eue sur la planète Terre, sur sa structure, en disant que Mars est maintenant une planète morte, puisqu'elle n'a plus assez de chaleur interne pour maintenir sa tectonique des plaques et sa convection mantélique. Et donc, sans convection mantélique, plus de subduction, plus de dorsale, et donc on peut considérer le volcanisme comme mort, même si c'est un volcanisme qui a été assez fantastique par le passé, avec la formation par exemple du mont Olympe, qui est le plus grand volcan du système solaire.